Et tu vois, quand on a des choses un peu standards, quand tu as un acteur qui utilise du Salesforce avec des systèmes, on va dire classiques, et qui est pas trop spécifique, bah voilà, ça marche assez vite et assez bien en fait. C'est vrai, tu peux automatiser, tu peux même reproduire d'une mairie à l'autre des process et ça marche, tu vois. Mais il y a des cas vraiment où en fait c'est basé sur un logiciel métier, c'est trop spécifique à l'entreprise. Bon bah ça, à un moment donné, même des humains qui arrivent dans l'entreprise galèrent. Bon bah effectivement, mais ça va venir, voilà, au fur et à mesure de la numérisation du service et de l'entreprise. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Thomas Guenoux, CEO de Yelda.ai. Yelda.ai est une start-up française qui est une solution SaaS B2B permettant de créer des agents virtuels téléphoniques basés sur l'IA générative. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que fait Yelda ? Bien sûr. Alors Yelda déploie des agents virtuels téléphoniques pour des acteurs du privé et du public. Alors en deux mots, c'est quoi un agent virtuel téléphonique ? C'est quand j'appelle une entreprise ou une mairie ou une organisation publique, on a les deux types de clients, j'y reviendrai. Eh bien, au lieu que ce soit un humain ou un serveur vocal interactif à l'ancienne où il faut taper 1, 2 ou 3, ce genre de choses, eh bien là, on va pouvoir poser des questions, interagir, parler, comme on parle avec son agent virtuel sur son téléphone, sur son enceinte connectée, et même maintenant, comme on parle avec ChatGPT. Mais voilà, on peut le faire au téléphone avec les organisations. Ok. Et donc, c'était quoi le constat sur le besoin initial Alors, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ne peuvent pas répondre 24/7 ou même ne serait-ce que pendant les heures ouvrées à tout le monde. Là, typiquement, on avait des mairies dans le secteur public, où j'y reviendrai un petit peu parce que c'est quand même un cas d'usage extrêmement intéressant. Dans le secteur public, il y a effectivement des budgets qui sont, à certains égards, plus limités que pour la relation client. Voilà, la relation usager est un petit peu différente, mais typiquement, il y a des acteurs de mairie qui peuvent répondre à 30-40% des appels seulement. C'est notablement faible. Voilà. Et en fait, ils n'ont pas forcément les budgets, les organisations, les moyens pour déployer des agents humains pour répondre à tous ces appels. Et en fait, ces appels, il faut aussi savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les appels téléphoniques ne sont pas en baisse. Avec même l'explosion du numérique depuis 20 ans, on pourrait se dire le canal téléphonique devient moins bien, moins consulté, moins utilisé. Et c'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est notamment post-Covid, les gens se sont moins déplacés et en fait, ils ont reporté des questions qui pouvaient se passer, on va dire, en real life. Ils l'ont reporté en passant des coups de fil. Et donc, finalement, ça reste un canal tout à fait primordial pour la relation client ou la relation usager. Ok. Alors, comment ça a démarré, cette aventure ? Alors, pour tout vous dire, je le dis en deux mots, mais effectivement, moi, je suis un entrepreneur qui a déjà créé plusieurs boîtes, et notamment avant une boîte qui s'appelle KRDS, qui existe toujours. C'est une agence social media. Donc, nous, en 2005, on a voulu lancer une copie d'un acteur américain qui fonctionnait bien à l'époque. C'était un petit gars qui avait lancé, ça s'appelait Facebook. Et à l'époque, on avait vu ça, on s'est dit, on va le copier pour la France, on l'a fait. Et ça a marché, mais pas autant que prévu. Et à la fin, en fait, en 2008, on s'est dit, Facebook arrive, va tout dégommer, on va faire des jeux ou des applications sur Facebook. Et on est devenu la première agence social media en Europe. Je vous parle d'un temps, il y a bien longtemps finalement. Il n'y avait même pas d'iPhone, il n'y avait même pas de smartphone à l'époque. Et donc ensuite sont arrivés les smartphones et avec eux finalement en réalité les chatbots qui sont arrivés assez vite finalement sur le marché. Même si encore une fois c'est pas complètement inédit les chatbots, mais en 2012-2013 on a commencé à faire des chatbots. Et en fait comme tu sais après il y a eu des chatbots sur Messenger, Zuckerberg a lancé ça à fond et ensuite derrière sont venus les agents virtuels type Alexa, Siri et Google Assistant. Ça c'était 2017. À ce moment-là on s'est dit il y a une place pour faire du vocal. Le vocal, c'est le futur. Donc, on s'est mis à faire des voice bots, des applications vocales. Et en fait, c'est une application vocale de ce que pouvait être le chatbot, mais c'est quand même bien différent. On y reviendra. Le vocal, c'est quand même... Il y a des différences. Et en réalité, ça a très bien fonctionné, tout ce qui était voice bot. Tu te souviens sans doute, tu t'es peut-être équipé d'Alexa ou de Google Home à la maison. En fait, il s'est trouvé que tout ça a bien fonctionné, mais ça a finalement resté réduit sur des cas d'usage très précis. Ouais. Les minuteurs, la musique, et grosso modo. Et donc, on a vraiment fait des très belles choses. On a été les premiers à faire de l'achat 100% vocal avec la Fnac en 2018. On pouvait acheter un bouquin à la voix sur Google Home grâce à la Fnac. Mais ça n'a pas trouvé un public. Et en fait, par contre, en faisant ça,
on a découvert qu'en fait, il y avait un cas d'usage business très important qui était la téléphonie. Et en fait, on a appliqué tout ce qu'on avait appris sur le VoiceBot, l'application vocale, à la téléphonie. C'est ce qu'on appelle des callbots. Voilà, et aujourd'hui, Yelda est un des leaders français du callbot. Une petite question en passant. Qu'est-ce que vous utilisiez avant les modèles actuels, les Whisper et compagnie pour le langage, pour la compréhension de la voix? Qu'est-ce que vous utilisiez? Parce que tu nous donnes des dates où tout ça n'existait pas. Ouais, effectivement, en fait, au tout départ, il faut comprendre que quand on faisait de la voix, notamment sur Google, l'écosystème Google ou l'écosystème Amazon, ils venaient avec leur propre techno. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu faisais une sorte d'application vocale sur Google Assistant qui s'appelle Google Action ou un skill Alexa, tu n'avais pas à développer la partie sonore. D'accord. Et donc, tu faisais principalement un chatbot orienté vocal. D'accord, ouais. D'ailleurs, sur Alexa, on n'avait même pas accès à la transcription. On n'avait vraiment accès qu'à des intentions. Mais évidemment, en parallèle, on travaillait, nous, quand même, sur des sujets, notamment pour avoir de la transcription vocale directement si on faisait une application vocale sur un site web. Parce que ce qui se déployait en même temps, c'était des chatbots vocaux. C'est-à-dire que sur les téléphones, si j'allais sur un site web mobile, je pouvais cliquer sur un micro et parler. Et dans ce cas-là, il me fallait une transcription. Mais en fait, déjà à cette époque-là, il existait des systèmes d'API qui permettaient de faire de la transcription. Okay. Alors, revenons à aujourd'hui. Comment est-ce qu'on découpe le problème aujourd'hui de construction d'un callbot? C'est ça. Alors en fait, il faut comprendre que c'est une pipeline d'IA relativement complexe avec beaucoup de briques. Et le savoir-faire qu'on a, nous, chez Yelda, c'est notre capacité à mettre tout ça en perspective, à faire marcher toutes ces briques ensemble, y compris avec des éléments qui peuvent être spécifiques aux clients. Je vais détailler. Mais donc, pour être vraiment très, très précis, un pipeline d'IA à la voix, c'est d'abord un streaming audio. On travaille avec de l'audio. Ensuite, il y a la transcription. Une fois qu'on a du texte, en fait, après, on va traiter le texte avec plein de technos, avec de la NLP, Natural Language Processing, avec de la détection d'intention ou d'identité, ce qui était la techno reine il y a quelques années. Aujourd'hui, mixé avec, évidemment, de la générative IA et de plusieurs manières. Et une fois qu'on a ça, on va générer une réponse qui doit être adaptée, effectivement, à ce que l'utilisateur vient de dire, mais aussi qui doit être adaptée aux API du client. Ce que je veux dire par là, c'est si, par exemple, il a fallu récupérer, par exemple, pour un hôtel, la liste des chambres disponibles, il a fallu la récupérer. Ensuite, on génère une réponse écrite, il faut la vocaliser et la streamer et la faire passer dans le tuyau téléphonique. Et tout ça en 1 seconde. Donc, autant dire que tout ça en 1 seconde, en règle générale, c'est même pas possible. Il y a trop de choses. Donc, il y a plusieurs façons. Quand je dis 1 seconde, un humain, il met pas 1 seconde à répondre. Il va même mettre des fois 200 ou 300 millisecondes quand nous, on interagit comme ça. Mais quand un vrai humain doit regarder dans son logiciel, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, attendez 2 secondes, je regarde et tout. Et en fait, l'interaction peut durer quelques secondes. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait. Quand on a besoin d'aller chercher des informations, on fait patienter l'utilisateur. Et donc, on fait cette grande brique, cette grande succession de briques, qu'on appelle une pipeline, qui nous permet finalement de générer cette interaction vocale. D'accord, ok. Ouais, vous faites patienter comme un humain fait patienter en disant un instant. S'il y a besoin. Parce qu'effectivement, il y a des cas où on est capable de répondre en 500 millisecondes et on le fait. Notamment si, par exemple, je vous demande une confirmation et qu'il doit dire oui ou non, j'ai pas besoin d'un truc très compliqué pour être capable de comprendre qu'il a dit oui ou non. Par contre, s'il doit choisir une chambre d'hôtel parmi toutes celles que j'ai présentées où il a une question particulière, il hésite, machin, oui, là, potentiellement, il faut faire des recherches, il faut comprendre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Oui, alors les large language models, ils ont évolué, ils ont été dominés par une poignée d'acteurs. Du coup, j'imagine vous utilisez les API de ces acteurs pour vos générations. Tout à fait. Alors, quand on parle de générative IA, effectivement, on parle notamment d'OpenAI, d'Anthropic, pour les acteurs, on va dire, propriétaires, qui offrent des API propriétaires. Où on parle aussi des modèles qu'on peut héberger, type Llama ou Mistral, pour citer ceux qu'on peut utiliser. Et donc, en fait, il faut bien comprendre que tout ça, ça évolue tellement vite qu'en fait, en fonction des cas d'usage, nous, on utilise vraiment l'un ou l'autre en fonction soit de ce que le client a demandé, soit parce qu'il y a une demande en particulier, il faut être rapide. Donc, par exemple, un GPT-4o mini peut être très efficace et très bien, parce qu'il va vite, mais peut-être moins performant qu'un autre. Il y a du Mistral en local qui peut être vraiment très performant, très rapide sur certaines choses. Et il y a des cas où on n'a pas besoin forcément d'être rapide, mais d'être bon, d'être précis dans la reformulation, en faisant du RAG. Donc, nous, on n'utilise certainement pas un modèle.
Aujourd'hui, je considère que des boîtes comme la nôtre, qui a avant tout un savoir-faire de tout packager, de tout gérer, doit permettre de piocher là où il faut en temps réel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si un utilisateur, par exemple, doit me donner son code postal, eh bien la pipeline est bien différente que s'il doit me poser une question. Parce qu'en fait, évidemment, déjà comprendre des chiffres éplés, c'est pas pareil. En français ou en anglais, c'est pas forcément le même modèle de transcription. Ensuite, le modèle de compréhension aussi derrière peut être différent. Donc en fait, à tout moment, en fait, en temps réel, on adapte le pipeline et voire même on en fait plusieurs en parallèle. Ça veut dire qu'effectivement, quand on reçoit un streaming audio, il peut se passer vraiment plusieurs traitements en même temps, qui à la fin, on va comparer et on va challenger pour voir celui qu'on garde et on en interrompt en temps réel et tout ça se fait effectivement en quelques centaines de millisecondes. Et ça, évidemment que nos clients n'ont pas cette connaissance, n'ont même pas vraiment d'intérêt pour ça. Donc, c'est pour ça que nous, on rend tout ça relativement invisible pour eux. Voilà. Je me posais un peu la question, parce que justement, on parlait de latence, et tu as un peu anticipé là-dessus. C'était, vu que vous faites appel à ces API, et potentiellement, ces acteurs ont des charges qui évoluent au fil de la journée, et parfois ils mettent moins d'une seconde à répondre, parfois ils mettent 10 secondes. Ouais. Ça dépend des modèles, bien sûr. Je me demandais comment est-ce que vous gérez cette aléa du temps de réponse des tiers auxquels vous faites confiance pour ces appels. Alors, dès lors qu'on utilise une API tierce, que ce soit les modèles, tu as raison, qui peuvent avoir des variations de réponse assez longues, c'est vrai, mais toutes les API tierces, en fait, peuvent échouer ou peuvent être, à un moment donné, avoir un time-out ou un truc bizarre. Même la génération de voix. Donc, dans tous les cas, il faut prévoir des plans B. Voilà. Alors, soit il y en a un concrètement qui va permettre de remplacer. Par exemple, admettons, il y a un LLM qui foire, on peut en avoir un deuxième en parallèle qui prend le relais et voilà. On s'est pris peut-être 2 secondes dans la vue, mais on répond. Voilà. Et puis il y a des cas où même au bout de X temps, une durée trop longue, on va se dire là ça time out. Et là il faut carrément dire un message d'urgence qui va dire désolé, il y a eu un petit souci technique, je vous invite à renouveler votre appel. Enfin, on peut imaginer plein de choses comme ça. Donc il y a plein de scénarios de dégradation de qualité qui vont dépendre justement de ces performances. Et c'est vrai que la spécificité aussi d'Yelda, c'est qu'on a très vite mis ça en production avec des acteurs vraiment en prod qui, pour certains, gèrent des milliers d'appels par jour. Et donc, on s'est cogné vraiment à ces problèmes de résilience, de performance et de fiabilité. Et donc, on a dû mettre en place ces systèmes que des fois on appelle aussi des plans de continuité, d'activité en fonction de choses qui se dégradent, quoi. Et donc, à chaque niveau de pipeline, s'il y a un échec, il faut pouvoir rebondir. Parce que le pire, et ce qui a pu arriver dans la réalité, ça peut arriver, c'est qu'en fait, tu poses une question et là, blanc. Le bot ne répond plus. Donc, je dirais pas que c'est jamais arrivé, parce que on a appris aussi à des moments où, effectivement, ça plante. Donc, aujourd'hui, il faut absolument qu'il n'y ait pas de blanc. Il faut que ça c'est tout un savoir-faire de faire ça. Donc, typiquement, encore pour finir là-dessus, si un OpenAI qu'on utilise à un moment donné met trop long, il y en a un qui prend le relais en parallèle et qui va suivre le truc. Et si ça marche pas non plus, à un moment donné, ça bifurque sur erreur. Alors, une des astuces d'OpenAI avec ChatGPT, ça a été le streaming, le fait de commencer à répondre alors que le calcul n'a pas fini de tourner pour générer la réponse entière. Est-ce que dans votre cas où il faut encore le transformer en audio après, est-ce que dans votre cas, c'est utilisable le streaming? Est-ce que vous pouvez commencer à répondre alors que le calcul de la réponse n'est pas encore terminé? Alors ça dépend, je vais être très concret pour les gens un peu techniques qui nous entendent là, mais effectivement, soit il y a des systèmes d'API où il n'y a pas de streaming de texte, et donc on doit attendre que l'IA générative ait généré toute la réponse, et là, à ce moment-là, on envoie le texte à la génération de l'audio, et là, par contre, dès que le début du streaming audio commence, on le balance dans la téléphonie, et à ce moment-là, ça commence à streamer. Par contre, c'est vrai qu'on doit attendre que le texte soit généré. Si c'est un texte long, par définition, on va prendre 1 seconde ou 2, et après, même si le streaming audio commence, ça prend un peu de temps. Sinon, effectivement, il y a d'autres cas où on peut effectivement streamer du texte qui lui-même est connecté direct. On va faire de la génération audio de petits trunks de texte qui vont ensuite... Enfin, voilà, c'est assez technique, et des fois, il peut y avoir des petits artefacts audio, c'est pas génial. Bon, ça s'optimise, mais c'est quand même ça qui se passe. C'est qu'en fait... et d'ailleurs, les derniers modèles type QTI, que tu as dû... je sais pas si tu vois QTI... en fait, ils sont extrêmement rapides, tellement rapides qu'effectivement, on voit bien qu'ils commencent en fait à faire de la génération avant même que toi t'aies fini limite de parler. En fait, quand tu poses la question, on comprend que ça va tellement vite qu'effectivement, il y a des choses qui commencent très très vite. Ça, c'est vrai que c'est aussi une solution d'anticiper certaines choses
Ouais. Mais ça reste que ça peut être aussi un peu coûteux, donc c'est toujours un arbitrage, quoi. Ouais, ils prétendent que c'est du audio to audio, QTI. Ouais, alors ça, c'est vrai que je le crois volontiers qu'il y a cette option-là, qu'effectivement, on passe pas par la phase de texte. Mais aujourd'hui, je dirais que pour la production... c'est trop expérimental. Aujourd'hui, ouais. C'est de la recherche. C'est encore de la recherche. Pour nous, ça fonctionne pas. En vrai, sur QTI, on voit quand même une transcription, on voit quand même le texte. Ouais. Donc, il y a quand même un pendant texte de ce qui est dit. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès lors qu'en plus, on doit s'interfacer avec des acteurs tiers, quand je dis tiers, c'est que par exemple, là, j'ai un cas d'usage extrêmement intéressant où on appelle un fournisseur d'électricité et au moment où je décroche, littéralement, le moment où le bot décroche, il a reconnu le numéro de téléphone, il s'est connecté à Salesforce, il a récupéré tout le contrat et il répond, il dit « Bonjour, ça va monsieur, j'ai vu que vous étiez en impayé, est-ce que vous vous appelez pour payer ?» Bon, je caricature, mais c'est ça. Ou alors, je vois votre contrat, je vous écoute. Et ça, en fait, pour intégrer ça, cette interface de Salesforce, par exemple, avec les données clients en temps réel, il y a quand même du texte qui, à un moment donné, se met dans le prompt, forcément. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on ne saurait pas le faire un jour du pur audio to audio pour être vraiment sur une latence extrêmement faible, parce qu'effectivement, nous, humains, on ne transcrit pas dans notre tête le son qui sort de notre voix. Ouais. Encore que, des fois, on peut s'imaginer les mots, mais on fait de l'audio to audio, là, bien actuellement. Sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'en réalité, ma perspective par rapport à ça, c'est que les performances de la transcription et du texte vont de toute façon devenir, à un moment donné, vraiment un no-brainer technique, qui font que ce ne sera pas un problème de passer par du texte. Mais bon, on verra ce que nous donnent ces expérimentations d'audio to audio, mais ça, c'est pas encore quelque chose qu'on peut mettre en prod actuellement. Non, mais comme tu dis, c'est vrai que philosophiquement parlant, dans le fond, il y a un référentiel commun qui est le langage, qui soit codé avec du texte ou avec de l'audio. Il faut quand même arriver jusqu'au langage, quoi. On peut pas s'en passer, quoi. Ouais. Sur l'audio, la spécificité de l'audio, une question que je me posais, c'est quand est-ce que on décide d'arrêter d'écouter, parce que on est sur quelque chose de séquentiel. Tu parles, je parle, tu parles, je parle. Dans la vraie vie, en fait, on a tendance un petit peu à mélanger les deux. On s'écoute un peu. Si tu parles un peu plus fort, je vais peut-être arrêter de parler. Comment est-ce que tu choisis dans une application de VoiceBot à quel moment tu arrêtes d'écouter? C'est vraiment une bonne question qui montre que tu connais le sujet, bravo. Mais c'est vrai que c'est un sujet central qui n'a pas une réponse définitive. Aujourd'hui, on a décidé, dans la plupart de nos agents virtuels, qu'on n'écoutait pas l'utilisateur lorsque le bot parlait. Donc, comme tu dis, séquentiel, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un jeu de ping-pong. Je parle, tu parles, je parle, tu parles. Mais on ne s'interrompt pas. Alors qu'on pourrait, techniquement, enfin évidemment qu'en soi, on entend ce que dit l'utilisateur tout le temps, mais on décide de l'ignorer pendant que le bot lui-même parle. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a constaté des usages particuliers déjà. Les gens, ils ne s'empêchent pas de parler pendant que le bot parle. Et ça ne veut pas dire qu'ils s'adressent au bot. C'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est en train de parler, et là, ils vont dire « Ah bah tiens, il parle à un copain ou à un ami à côté ». Et en fait, nous, si on commence à essayer de comprendre ce qu'il est en train de se dire, déjà, il faut essayer de capter qu'il est en train de parler à quelqu'un d'autre, qu'il n'y ait pas de confusion. Et en fait, c'est un usage qui est moins fait lorsque je suis en train de parler avec un humain. J'ai moins tendance à me permettre de parler avec quelqu'un d'autre, ou même de me parler à moi-même. Oh, encore un robot. Oui, bien sûr. Bah, je ne vais pas dire ça à un humain. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment trop de bruit. Et donc, on a décidé de ne pas écouter, de ne pas considérer ce qui se disait pendant que le robot parlait. Oui. Par contre, derrière, donc ça veut dire qu'on va ouvrir le micro, entre guillemets, à un moment donné. Donc, souvent, on va l'ouvrir genre quelques secondes avant la fin du streaming, parce qu'on sait que la personne va même anticiper des fois. Est-ce que vous confirmez que... Et là, la personne, elle va dire oui, tout de suite. Et elle va pas attendre que le bot ait fini de parler pour dire oui. Donc, il faut quand même essayer de le capter, ce oui, parce que si on le capte pas, bah, derrière, c'est blanc. Et la personne ne comprend pas. Oui. Et donc, l'autre sujet derrière, c'est l'utilisateur, lui, va se mettre à parler. Et à quel moment je considère qu'il a fini de parler ? Ce qui était aussi un peu ta question. À quel moment on décide qu'un humain a terminé de parler ? Et ça, en fait, eh bien, il n'y a pas de règle générale. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, le système varie aussi en fonction de ce qui est attendu. C'est-à-dire que si on attend un numéro de téléphone ou un oui, eh bien, le temps qu'on va attendre, qu'on va considérer qu'il a terminé de parler, va être différent que si c'est une question ouverte. Et donc, puisqu'évidemment, si j'utilise, moi, des mots, à un moment donné, je peux même hésiter. Oui, je vous appelle parce que... et là, si je t'interromps tout de suite, au moindre silence, ça va pas. Donc, il faut être aussi un peu malin. En fait, en fonction de la composition de la phrase, on va décider qu'elle est finie ou non. Ce qui est aussi délicat. Hein. Et dernière chose, c'est qu'on va faire varier ça en fonction du public. C'est qu'en fait, potentiellement, le temps d'attente va être plus long
pour des agents virtuels qui sont pour des personnes plus âgées. Ça, on l'a vu. Typiquement, on travaille pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Pour eux, c'est moins grave d'attendre. Enfin, il faut vraiment attendre que la personne retraitée ait fini de parler, quitte à ce qu'il y ait un blanc à la fin, un peu plus long. Mais vu que de toute façon, il ne faut pas que ça aille très vite, c'est pas très grave, quoi. Donc, on doit aussi s'adapter en fonction du public. Okay. Donc, tout ça, c'est une espèce de dentelle assez précise, encore une fois, qui n'a pas une seule réponse. Et la clé de tout ce succès, a priori, de tout pour que ça marche, il faut que ça soit adaptatif, dynamique en fonction de l'état de la conversation. Et donc, en fonction de où on est dans la conversation, il y a tout un tas de paramètres qui changent, y compris les temps de silence qu'on va considérer comme une fin de conversation, une fin de phrase. Ok, hyper intéressant. En regardant sur votre site web, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que vous mettiez pas en avant, en tout cas, je ne sais pas si vous le proposez, mais de chatbots non vocaux. Alors que finalement, dans la pipeline, on pourrait enlever la transcription des deux côtés et se dire qu'on a un outil de chatbot écrit. Pourquoi ce choix ? Alors, il y a deux éléments, un tech et un business. Alors, il faut d'abord savoir que nous faisons des chatbots, mais on ne le met pas en avant d'abord pour une raison business, c'est qu'aujourd'hui, clairement, le cas d'usage business de la téléphonie, il est beaucoup plus important, beaucoup plus gros. Le marché adressable est beaucoup plus gros que les chatbots. Ouais. Un chatbot, c'est important. Il y a un certain nombre de clients qui en ont chez nous, qui vont de pair avec le callbot, parce qu'en fait, il y a eu une intelligence artificielle qui a été entraînée, qui a été optimisée, et elle peut trouver, évidemment, un moteur commun entre les deux. Par contre, d'une part, je suis sur la partie business, le marché est moins gros, les budgets sont moins gros. Aujourd'hui, un agent humain qui répond au téléphone, ça coûte cher. Les budgets qu'on va mettre sur un callbot vont être plus gros que sur un chatbot. Voilà. Et c'est plus identifié comme vraiment indispensable. Il y a beaucoup d'organisations qui ne peuvent pas se passer d'un standard téléphonique, d'une réponse téléphonique. Alors que si on leur dit il n'y a pas de live chat sur votre site web et il n'y a pas de chatbot, ils se diront ok, c'est pas si grave que ça de ne pas apporter ce service parce qu'ils ont un support email, ils ont un support téléphonique, ça leur va. Donc aujourd'hui, le chatbot reste considéré malgré tout comme bien souvent, je ne dis pas que c'est une règle générale, mais pour beaucoup d'acteurs, c'est un peu plus optionnel. Voilà. Alors à tort à certains égards, moi je pense qu'effectivement le chatbot apporte beaucoup de réponses, beaucoup de solutions à certains cas d'usage, mais la réalité du business et la réalité de nos clients, avec qui on s'est beaucoup frotté depuis 10 ans sur les chatbots, en fait, ils valorisent moins ça. Ça, c'est le premier point, plutôt business. Et sur la partie tech, il faut quand même comprendre qu'un callbot, un voicebot, c'est fondamentalement différent d'un chatbot pour plusieurs raisons. La première étant, déjà, on ne peut pas empêcher une personne qui parle de dire n'importe quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un chatbot, si par exemple je demande un oui-non, je peux mettre 2 boutons oui non et fermer le texte. Ouais. Et là, il va devoir taper oui ou non. Alors qu'à la voix, il peut dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Au lieu de dire oui, il peut dire absolument. Il peut dire ça me va bien, c'est cool. Alors, en fait, des fois, comprendre que c'est cool veut dire oui, c'est pas toujours évident, en fait. Ça, c'est un point vraiment important. Le micro est ouvert, ils peuvent dire n'importe quoi. Donc, nous, ce qu'on a dû construire, en fait, contrairement aux gens qui ont fait des chatbots, historiquement, ce qui a été aussi un peu notre cas il y a 12 ans, mais en fait, c'était beaucoup lié avec des arbres de conversation, un peu figés. Et en fait, ça ne tolérait pas les réponses hors cadre. Or, à la voix, by design, il faut que tu tolères ces réponses hors cadre. Sinon, ton système est vraiment broken, quoi. Ça va pas, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu commences à dire quel est votre prénom, et là je dis pardon, vous pouvez répéter, bonjour, pouvez-vous répéter, ça n'a pas de sens. Voilà, il faut vraiment qu'on puisse comprendre les intentions à tout moment. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, ça veut dire aussi que la partie téléphonique, vocale, elle est fondamentalement différente du chatbot parce que c'est du multi-turn conversation. Je peux changer d'avis à tout moment. Je peux poser des questions qui n'ont rien à voir. Voilà, si je suis en train de booker une chambre d'hôtel et que j'ai une question sur la piscine, il faut que ça marche. Voilà. Et donc ça, nous, on a fait tout un système qui, dès l'essence même de Yelda, dès le départ, a été construit sur ce multi-turn conversation. Et deuxième point très important aussi, c'est que par essence, la conversation téléphonique, notamment, est purement audio. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est qu'à l'audio, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de lien, il y a juste de l'audio. Donc, on est obligé de décrire les choses, on est obligé d'expliquer les choses et de les présenter autrement qu'en disant, voilà un schéma. Voilà. Alors que sur un chatbot, tu mets un schéma, souvent, ça règle l'affaire, ou un lien. Cliquez ici pour valider, c'est terminé. Et donc, ça, c'est un point très important. Il n'y a pas d'image. Et dernier point aussi, c'est qu'à la voix, typiquement, je dois pouvoir être mis en relation avec un humain, transfert d'appel, tout simplement. Et à l'écrit, ce sera différent, puisque potentiellement, il n'y a pas forcément d'humain qui est prêt à prendre au live chat. Et puis, la techno de mise en relation serait différente. Donc, c'est pour ça qu'en fait, autant on peut dire,
pour moi, la vision, et je finis là-dessus, qui peut le plus, peut le moins. Si tu sais faire un voice bot, un call bot, ton chatbot va être facile à décliner. Mais l'inverse, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on fait souvent des call bots avec des déclinaisons de chatbot pour les clients qui en ont besoin. On a déjà pas mal parlé de technique, mais est-ce que tu peux nous décrire des grands verrous, grands obstacles qui ont été nécessaires de surmonter pour construire ces callbots et comment vous les avez surmontés? Alors, évidemment, aujourd'hui, ce qu'on considère comme l'obstacle historique numéro 1 de Yelda, ça va être la compréhension du langage naturel. Il faut comprendre que quand on a commencé à faire des agents virtuels, évidemment, il y avait des cas que tu as connus aussi sans doute où tu dis, en tant que chatbot, tu vas dire « j'ai pas compris, désolé, j'ai pas compris ». Cette fameuse frustration. Et ça a été longtemps un sujet sur la façon dont on allait entraîner du Natural Language Processing, de la détection d'intention, pour s'assurer qu'il retombe bien sur ses pieds et qu'il y ait moins possible de « je n'ai pas compris ». Et ça a disparu avec la générative IA. Parce qu'aujourd'hui, la générative IA ne va jamais dire « j'ai pas compris », sauf si dans certains cas, tu le programmes, entre guillemets, tu le promptes pour qu'il ne le dise pas. Enfin, ils disent qu'il n'a pas compris, mais ça n'arrive pas dans les faits. Et donc ça a été vraiment un grand sujet sur la façon de gérer les incompréhensions. Et aujourd'hui, qu'on pourrait traduire sur, finalement, que faire si même dans la data, dans le knowledge base, dans la base de connaissances du bot, il n'y a pas l'information que l'utilisateur demande. La température de la piscine. Si ça n'existe pas, la température de la piscine de l'hôtel, qu'est-ce que je vais lui dire? Et encore, ça, c'est un cas simple parce que c'est même pas de la donnée vraiment dynamique. Mais si c'est par exemple, je pose une question sur, encore une fois, la chambre d'hôtel et que j'ai envie de savoir pourquoi c'est moins cher à telle date ou telle date, bah là, il faut faire des appels API, donc c'est plus délicat. Toujours est-il que ce challenge-là de bien répondre, ça reste l'enjeu numéro 1 des agents virtuels. Mais tu vois, ce qui est un peu étonnant aussi en se confrontant au marché et à nos clients, c'est qu'on se rend compte qu'ils considèrent aujourd'hui que c'est quasiment gagné, ça. Et qu'avec l'avènement de ChatGPT, aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens, ils sont même plus impressionnés par une techno qui est capable de répondre au téléphone comme un humain le ferait. Alors qu'en vrai, c'est quand même dinguissime ce qui se passe. Mais c'est un peu poker face, des fois, quand tu montres des démos incroyables. Et en fait, ils vont s'arrêter non pas sur la capacité du bot de répondre correctement, mais des fois, ils vont s'arrêter sur la voix, elle n'est pas assez naturelle. Ou finalement, est-ce que vous pouvez vous connecter à mon système de téléphonie en faisant ça et ça et ça? Comme si, effectivement, la capacité de répondre correctement était devenue, dans l'imaginaire commun, quelque chose de réglé, et que maintenant, et que c'était pas vraiment ça le problème. Alors qu'en vrai, faut être quand même clair, moi, dans mon intime conviction, ça reste ça l'enjeu numéro 1. Il faut quand même qu'un robot sache apporter la bonne réponse. Si la voix est un peu robotique, pour moi, je trouve que c'est quand même un peu moins grave. Vaut mieux dire, avec une voix robotique, une réponse parfaite, qu'une voix parfaitement humaine, je suis désolé, je ne sais pas. Voilà. Et pourtant aujourd'hui, les clients, je vois bien qu'ils se disent que c'est vraiment important d'avoir une voix humaine. Et ça, du coup, on travaille notamment là-dessus. Et ça rejoint aussi, je rebondis sur ta question en disant quels sont les obstacles. Typiquement, aujourd'hui, des clients, peuvent vraiment s'attendre à ce qu'on ait une conversation qui ressemble à un humain. Vraiment. Alors qu'il y a quelques années, on était plus OK avec le fait que ça fasse robot. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous dit, là, j'aimerais bien que ça soit un peu plus chaleureux, un peu plus humain, avec des... Et donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, de plus en plus, c'est qu'effectivement, on essaie de générer artificiellement quelque chose qui a l'air naturel. Alors, ce que font d'ailleurs aussi les modèles de transcription, pardon, pas transcription, mais de génération de voix, par exemple, en faisant des petites hésitations, des petites respirations. Je ne sais pas si tu as constaté, des fois, effectivement, tu injectes des respirations artificielles. C'est un domaine que je connais moins, mais là-dessus, quels sont les acteurs? Je connais Eleven Labs qui avait l'air de dominer pas mal le marché il y a quelques temps. C'est toujours le cas. Ouais, c'est toujours le cas. En fait, Eleven Labs, c'est vrai que c'est un très bon acteur qui est vraiment concentré sur la génération de voix et ce qui a permis de générer chez eux un certain nombre d'outils, une galaxie d'outils de modulation de voix, de copie de voix et tout. Simplement, ce qui est imparfait encore avec Eleven Labs, c'est la latence qui, dans certains cas, peut être un peu longue. Et puis, en fait, à certains égards, l'instabilité, alors, elle n'est pas systématique, mais nous, on a pu avoir des cas où la voix se passe bien, notamment sur le français. Et à un moment donné, dans la phrase, ça finit par prendre l'accent américain. OK. Et alors, tu te dis, mais pourquoi la phrase elle commence bien, puis à la fin de la génération, ça finit avec un accent américain. On comprend pourquoi il peut y avoir des choses comme ça. Mais en fait, ça reste étonnant. Et on a eu des cas même où la voix, tout à coup, elle faisait « elle parlait comme ça ».
et sortait de nulle part, si tu veux. Et du coup, ça, c'est presque rigolo, mais c'est rigolo tant que c'est pas en prod. Mais donc, c'est pour ça que, en réalité, les acteurs historiques de la génération de voix que peuvent être certains GAFA, ou même des acteurs français comme Voxygène, font des choses qui sont très bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que typiquement, une voix Google, elle peut être très bien. Les voix studio sont très bien. Les voix historiques sont bien. Mais elles sont très stables, elles sont très homogènes. Et c'est ce que les clients trouvent robotique, alors qu'elles ne sont pas robotiques. Mais comme il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'hétérogénéité dans la voix, elle est stable et stricte, eh ben, ça ne fait pas humain. Alors que sur Eleven Labs, eux, ce qu'ils arrivent à faire aussi, c'est de générer presque j'allais dire du bruit de l'entropie, ce qui fait que le système, tu as l'impression que la voix, elle va hésiter, elle va des fois faire des sauts de voix. « Bonjour, comment vas-tu ?» Et ça, c'est vrai que les acteurs historiques, certains comme Google, ne le font pas. Bon, aujourd'hui, nous, on essaie de mixer ça en fonction de ce que le client nous demande, et aussi en fonction de la latence, parce qu'il y a des voix qui ont plus ou moins de latence. Donc, voilà. Ok. Alors, si on revient sur les actions demandées au téléphone par les clients, enfin les clients du client dans votre cas, ça, ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ce que l'IA fait bien et ce que l'IA fait pas encore bien? Alors, mais vous pourrez même prendre un pas de recul et se dire sur le marché, généralité, voilà, quel est l'état de la technologie, l'état de l'art? Eh bien, aujourd'hui, il est évident que, on va dire, toutes les questions qu'on pourrait appeler de niveau 1 ou niveau 0, qui sont les FAQ, c'est réglé. C'est-à-dire que si j'appelle l'hôtel pour dire est-ce qu'il y a une piscine dans l'hôtel, pas de sujet. Il sait répondre ça, et voilà. Et si tu as bien prompté ou tu as bien entraîné aussi avec ton système, toutes les FAQ, on peut admettre se régler. Les horaires d'ouverture, là, typiquement dans les mairies, qui sont aussi des clients qu'on a beaucoup, on a de plus en plus de mairies, toutes les questions liées aux procédures, est-ce que je dois venir avec mon fils pour faire mon passeport, tout ça, c'est réglé. Et donc ça se passe bien. Ensuite, l'autre question, un peu plus complexe, c'est quand il va y avoir besoin de personnaliser la réponse en fonction du client, en fonction de son compte, en fonction de son historique. Par exemple, je vous appelle parce que je veux savoir où en est ma commande. Bon, là, il faut qu'on reconnaisse l'utilisateur, il faut qu'on se connecte au système pour savoir où en est la commande, et etc. Ça, aujourd'hui, on le fait très bien. Les bots le font très bien. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs ont des API qui permettent de savoir, d'identifier l'utilisateur et de récupérer les informations. Ça, c'est possible. Alors, je dis la plupart. Bon, même en 2024, on peut admettre qu'il y a certaines entreprises qui n'ont pas fini, entre guillemets, leur transition numérique. Puisque, ça peut arriver qu'il y ait des cas où il n'y a pas le endpoint, l'API qui va bien, ou même l'authentification qui permette de le faire correctement. Mais c'est de plus en plus rare, et aujourd'hui, les clients avec qui on travaille, ils ont ces API. Donc là, ça marche bien. Donc, donner un statut de commande, donner une disponibilité dans un hôtel, ça, c'est réglé également. Pour moi, il n'y a plus besoin d'humains là-dessus. Les humains, donc, vont rester à intervenir sur les cas particuliers. Notamment dans une mairie, je dois inscrire mon fils à la garderie, mais là, c'est urgent, parce que finalement, il y a une urgence aujourd'hui, il est 15h, il faut qu'il reste à 16h30, je ne vais pas venir le chercher. Bon, ça, c'est un process d'humain qui va prévenir des choses et tout, donc ça, typiquement, tu mets en relation. Voilà. Ou alors, des cas vraiment spécifiques d'échec, on va dire, de process, une commande qui a échoué, un statut qui est inconnu, une erreur dans la base de données, évidemment, c'est là que s'arrête le robot, il passe la main à un humain. Et donc, c'est vraiment, on va dire, aujourd'hui, l'état de l'art que je considère, c'est qu'il n'y a aucun client aujourd'hui qui se dit « je vais faire du 100% automatisé ». C'est justement le principe étant qu'en fonction des API, des services qui sont numérisés dans l'entreprise ou l'organisation, je peux permettre au bot de faire des choses, mais en général, ce n'est pas le bot qui est limitant, c'est l'information ou la technologie de l'IT de l'entreprise qui est limitant. Il n'y a pas un agenda partagé, il n'y a pas de visibilité sur le statut d'un passeport ou que sais-je. Toutes ces choses qui font qu'à un moment donné, c'est un humain qui doit lui-même aller demander un service, regarder sur son ordinateur un vieux logiciel qui n'a pas d'API. Ça, c'est encore des choses qui doivent être faites par un humain. Ouais. Mais aujourd'hui, je considère que la compréhension de la question, la compréhension du système, c'est terminé, on les comprend. Voilà. C'est dans l'implémentation de ce qu'il faut faire derrière. C'est ça. Il y a une longue traîne d'une distribution de cas rares pour lesquels ça reste trop coûteux d'implémenter. Voilà. Et tu vois, quand on a des choses un peu standards, quand tu as un acteur qui utilise du Salesforce avec des systèmes, on va dire, classiques et qui n'est pas trop spécifique, ça marche assez vite et assez bien, en fait. C'est vrai, tu peux automatiser, tu peux même reproduire d'une mairie à l'autre des process et ça marche, tu vois.
Mais il y a des cas vraiment où, en fait, c'est basé sur un logiciel métier, c'est trop spécifique à l'entreprise. Ça, à un moment donné, même des humains qui arrivent dans l'entreprise galèrent. Effectivement, mais ça va venir, au fur et à mesure de la numérisation du service et de l'entreprise. C'est quoi les freins à l'adoption de vos services ? Là, je ne vais pas te dire des choses qui vont te surprendre, puisqu'en fait, le point numéro 1, ça va être une espèce de réticence face à l'IA qui va être relativement irrationnelle. C'est quoi ? C'est de se dire, je ne comprends pas cette techno, je ne comprends pas comment ça marche, et donc je me dis, j'y vais pas parce que je ne vois pas comment ça marche. Ce qui est quand même, en soi, d'ailleurs, pas une mauvaise raison de refuser quelque chose qu'on ne comprend pas, et je le dis ça avec humilité, même moi, je ne comprends pas tout. La réalité, on ne comprend pas tout de ce qui se passe dans l'IA, mais on comprend certaines choses, et aujourd'hui, on peut dire quand même qu'effectivement, le frein qu'il peut y avoir sur l'adoption, c'est de se dire, je ne comprends pas trop comment ça marche, et j'ai peur que ça ne marche pas. L'autre point aussi, c'est évidemment lié à, dans certains cas, plus de la politique, se dire il y a des emplois qui vont disparaître avec l'IA. Ça, on peut admettre que c'est totalement vrai, que cette crainte, elle existe et elle est fondée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des emplois qui vont, à minima, changer, évoluer, et voire disparaître. C'est un point aussi qu'on pourra détailler à la fin, mais bien sûr que nous, les gens, les services dans lesquels on met notre agent virtuel, en fait, des personnes qui, en fait, devaient simplement répondre au téléphone, désormais, certaines d'entre elles vont elles-mêmes venir nourrir l'agent virtuel. Donc, leurs métiers vont évoluer. Et on parle même désormais d'agents d'accueil augmentés qui, en fait, sont équipés d'IA pour mieux répondre et finalement eux-mêmes entraîner. Et il y a des gens de l'accueil dans les mairies, dans les services, qui considèrent l'agent virtuel comme étant leur collègue. Optimus, Eva n'a pas géré ça, je vais m'en occuper, je vais lui apprendre comment le gérer la prochaine fois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point aussi de crainte que je trouve fondé, mais qui, in fine, je relativise en disant que c'est avant tout une évolution du marché qui va faire que les emplois vont évoluer, en fait. Ils vont évoluer, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, je constate que même dans le secteur de la relation client, de la relation usager, les utilisatrices, les agents d'accueil, les utilisatrices de nos services, finalement, en fait, elles voient ça quand même d'un bon œil. Pourquoi ? Parce que l'agent virtuel, par définition, va traiter les cas simples et robotiques qu'elle n'avait pas envie de traiter. Ça ne me dérange pas, en tant qu'agent d'accueil, de traiter un cas un peu complexe, une personne qui a un souci, que je dois aider, que je dois appeler des gens pour les aider. Je suis là pour aider en général, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour me demander les horaires de l'accueil ou savoir si je dois venir avec un enfant pour retirer un passeport, ça fait 10 fois que je l'ai dit dans la journée, ça me saoule. Ouais. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles le voient finalement. Ils ne sont pas réticents à ce niveau-là. Mais par contre, il peut y avoir, dans le secteur public, et d'ailleurs, il y avait une anecdote là-dessus que je partageais, c'est effectivement, il s'est trouvé que par hasard, on a eu un appel d'offres sur une mairie, il y a 3 ans, et qu'on a gagné, et qui a ouvert beaucoup de champs sur le secteur public. Et on s'est retrouvé in fine dans une commission sénatoriale positivement. C'était pour leur expliquer l'IA dans le secteur public, qu'est-ce que ça allait faire, et vraiment répondre à des questions là-dessus. Et en fait, on voyait bien que d'un côté, la France et les politiciens et tout le monde est très intéressé, excité. Et d'un autre côté, il y en a certains qui freinent des cas de fer en disant attendez, il faut réglementer, il faut gérer et tout, ce qui est évidemment pas dénué d'intérêt, bien sûr, mais évidemment, il faut expliquer, nous aussi, comment ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce que vous mettez dans les mains de l'utilisateur ? Parce que c'est vrai que c'est assez impalpable, un callbot, ça répond sur une ligne téléphonique. J'imagine que l'utilisateur a envie de voir un truc, de voir un logiciel. Tout à fait. Et c'est primordial, puisqu'en fait, finalement, Yelda, c'est plusieurs produits, on pourrait dire. Il y a le produit qui est l'agent virtuel en tant que tel, mais on a aussi le produit qui est la console d'administration, le fameux SaaS B2B. C'est-à-dire qu'on met ça entre les mains du client. Il a quoi ? Il a tout un dashboard, un tableau de bord avec tous ses KPI, le nombre de conversations. Il peut même voir les conversations qui se déroulent en temps réel devant lui. Il voit les nouveaux appels qui rentrent, le bot, comment il répond. Quand ça part à un agent, il le voit en temps réel. Et ensuite, ce qui est aussi super intéressant, c'est que non seulement il peut analyser ce qui se passe, mais il peut aussi corriger l'agent et modifier tous les éléments de base de connaissances, voire de prompt, dans le système. Alors évidemment, nous, on fait une couche d'abstraction qui fait que pour lui, c'est pas des prompts, c'est des éléments de base de connaissances. Parce qu'on va pas lui laisser modifier des prompts, alors que c'est très, très dynamique, ça bouge beaucoup. Mais on met des éléments de base de connaissances, on met des éléments de réponse que lui-même va pouvoir modifier, y compris les messages d'accueil, par exemple, ou les textes des SMS ou des choses qui sont envoyées. Et ça, c'est important. Et notamment, il y a un autre point qui est important qu'on met à la disposition du client, c'est la possibilité d'avoir
un autre agent, en fait, un agent qui va lui-même analyser les conversations. C'est-à-dire qu'on fait de l'IA générative pendant la conversation, mais aussi après. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un agent qui va analyser les conversations et qui va dire à qui tu dis, tu vas noter entre 0 et 5 la qualité de la réponse. Tu vas noter si la personne elle est susceptible de rappeler ou pas. Est-ce que tu peux catégoriser cette conversation selon l'une des catégories ou créer une nouvelle catégorie? Et tout ça, grâce à aussi des modèles qui sont aussi différents des autres modèles ou qui sont instanciés de façon différente. Donc là, c'est vraiment aussi un autre usage de la générative IA qui est du coup plus sur l'aspect outillage de notre solution pour le client, mais qui lui permet, lui, de mieux piloter, de comprendre ce qui se passe. Parce qu'évidemment, tu as envie des fois d'aller voir les conversations et de regarder une par une, mais tu as avant tout besoin de données macro pour comprendre finalement les leviers business de ça. C'est-à-dire, en gros, combien de pourcents ont été automatisés, combien de personnes vont rappeler, combien de personnes sont satisfaites, tout ça, quoi, les KPI habituels finalement de la relation client, de la relation usager. Oui. Faire un retour un peu sur ce qui s'est passé, des analyses. Et est-ce que tu as des erreurs que tu peux nous partager sur le cheminement qui vous a amené jusque-là, des erreurs passées qui nous permettraient de ne pas faire les mêmes? Ouais. Alors, d'ailleurs, tu dis Data Driven 101. Évidemment, la donnée, c'est le nerf de la guerre. Et la donnée, pour nous, peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait assez tôt, c'était d'avoir des métadonnées sur les conversations, sur justement mesurer ce qui se passe en temps réel, puis aussi après coup. Ce qui permet en fait d'améliorer le système et d'être vraiment clair sur, on va dire, le bénéfice business. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, un client, il est prêt à payer une licence, il est prêt à payer. Donc là, je prends plus ma casquette d'entrepreneur, mais de se dire qu'effectivement, la valeur apportée, la valeur ajoutée du service, il faut qu'elle soit mesurée, mesurable, et que les données vont driver finalement le fait qu'un client qui a payé 1 an de licence, à un moment donné, il va regarder à la fin s'il renouvelle. Et s'il renouvelle, c'est basé normalement sur des données. Il faut que ce soit bien mesuré. Il faut que ce soit rationnel. Et ça, c'est vrai que on le sait, tout le monde le sait. Une bonne entreprise, elle est gérée par la donnée qui est mesurée. Mais c'est souvent quand même dans un second temps, et c'est vrai dans l'entreprise, d'abord tu crées ton produit, tu mesures pas forcément tout de suite tout, alors que c'est vrai que c'est mieux. Et moi je trouve que je l'ai fait un peu tard sur un certain nombre de points. Bon, maintenant, il y a un certain nombre de choses qui est fait, mais c'est pas fini. Il y a encore d'autres choses qu'on doit continuer à mesurer. Parce que c'est pas facile tous les jours de mesurer, mais il faut le faire. D'ailleurs, soit en demandant à des gens, à tes clients, soit en essayant de comprendre selon leurs usages. Ça, c'est vraiment un point que je trouve important dans le parcours entrepreneurial. Et sinon, plus sur, on va dire, le produit en tant que tel, sur l'IA, effectivement, je dirais bien comprendre que les durées de contractualisation peuvent être longues. Enfin, les durées d'achat, nous, il peut se passer 12 à 18 mois entre le moment où on voit un prospect et le moment où on signe. Pourquoi ? Parce qu'on va fondamentalement changer des organisations sur quelque chose qui est souvent très stable. Ça fait 5 ou 10 ans que tu as ton SVI, ton serveur vocal interactif qui tourne. Tu as ton call center qui tourne sur des techniques qui sont relativement anciennes, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est des choses que tu n'as pas vraiment envie de changer, de chambouler, parce que des fois, ça tient pas grand-chose, tu vois. Et là, si tu arrives en disant « je vais tout dégommer », voilà, Non. Et en fait, aujourd'hui, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, il faut comprendre qu'est-ce que tu vas chambouler chez ton client, quand c'est le cas, et en fait, faire une conduite du changement, mais dès le départ, en fait, les rassurer là-dessus. Voilà comment ça va se passer. Et ça, c'est vrai que parfois, j'ai aussi sous-estimé ça. Il y a même des cas où le client était convaincu, ça fonctionne, le bot fonctionne parfaitement, mais à la fin, ça n'a pas marché. Non pas parce que le bot ne marchait pas lui, mais parce qu'en fait, la procédure interne dans l'entreprise, dans l'organisation, ils n'étaient pas assez sensibilisés au fait qu'il fallait un agent virtuel. Donc finalement, c'est resté un POC, un proof of concept dans un coin, un prototype, qui n'a pas été mis en production parce que, en fait, il n'y avait pas assez d'adoption en interne. Et donc, ça, je l'avais aussi, je peux le négliger aussi quand on fait vraiment de l'innovation. En fait, il faut embarquer des gens avec soi. Et ça ne suffit pas d'avoir même signé le contrat. Des fois, ça ne suffit pas. Ouais. On peut avoir signé. C'était juste un mec de l'innovation qui était super chaud et tout, mais après, lui-même, il faut lui donner des billes pour qu'en interne, il puisse évangéliser, être en ambassadeur, exactement. Et ça, sur ce qu'on fait nous, en fait, on en a besoin. Ouais. Tiens, on n'a pas parlé de prix. C'est quoi votre business model ? Vous facturez comment ? Alors, bien souvent, ça va être à l'appel. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du nombre d'appels, typiquement, nous, on va commencer à 10 000 € par an pour 20 000 appels, donc 50 centimes par appel, évidemment, qui peut être très dégressif en fonction d'un nombre de cas, mais voilà, c'est typiquement en fonction du nombre d'appels.
Parce qu'effectivement, il y a des choses qui dépendent de la durée d'appel. Mais nous, on va faire des moyennes et on va se dire, on ne fait même pas en fonction de la durée d'appel parce qu'on considère que ce n'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, c'est en fonction du nombre d'appels. Okay. Mais effectivement, sachant qu'un humain, le coût pour un humain, c'est plutôt entre 2 et 4 euros. Selon, d'ailleurs, c'est pas du tout pareil d'appeler Free, par exemple, pour changer ton RIB, que pour dire ta Freebox, elle marche pas, il y a un problème. Ouais, bien sûr. Et donc, l'appel qui gère ce problème-là, il va coûter plus cher que simplement changer ton RIB. Et nous, c'est pareil, effectivement, en soi, ça va dépendre c'est pas du tout les mêmes choses. C'est vrai que typiquement, faire du troubleshooting IT, c'est pas forcément toujours faisable de façon aussi poussée avec un callbot encore, mais ça vient. Est-ce que tu as une opinion à nous partager ? Ouais. Du coup, c'est vrai que j'aimais bien l'idée de rappeler qu'on surestime souvent les changements à court terme et on sous-estime les changements à long terme. Donc, c'était Bill Gates qui disait ça. Et c'est vrai que j'y pense régulièrement parce que là, je le vois vraiment dans le secteur. C'est-à-dire qu'en fait, il est évident que d'ici 1 an ou 2, on pourrait se dire le changement qui est généré par l'IA générative et tout ça, ça ne change pas nos vies fondamentalement. Mais en vrai, à 10 ans, je pense que vraiment, il va y avoir un changement fondamental de beaucoup d'industries liées à ça. Il y a tellement d'applications de tout ça, c'est que typiquement, nous, dans mon industrie, les call centers vont vraiment changer. Il y a des pays dans le monde, en Asie du Sud-Est notamment, où il y a des armées de gens qui répondent au téléphone. C'est des gens qui vont devoir changer de façon de travailler, bien sûr. Pas forcément dans 1 an ou 2, c'est ça. Mais d'ici 10 ans, c'est évident. Tout comme les smartphones, en 1 an ou 2, ils n'avaient pas tout révolutionné, mais 10 ans plus tard, ils avaient vraiment changé tout. Et ça, je me dis vraiment que c'est quelque chose l'IA va impacter là. Même si en ce moment, on commence à dire, oui, l'IA générative, il y a 3 trucs, on pourrait se dire, ça n'a pas vraiment changé si vite que ça, mais oui, mais c'est pas surprenant. Ça va venir, et ça va vraiment, on va connaître de notre vivant quelque chose vraiment étonnant, que pour la première fois, potentiellement, on va avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui va être plus intelligent que nous. Et ça va faire bizarre à l'humain. Alors, quel invité est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 ? Alors oui, j'avais pensé, il y a les pointures habituelles de l'IA, pourquoi pas, c'est toujours intéressant, notamment j'aime bien Luc Julia, c'est toujours intéressant son historique, une des personnes qui a participé notamment à Siri. Mais je voulais aussi te soumettre, par exemple, peut-être un peu moins technique, mais étant basé à Station F, donc un endroit que j'aime bien vraiment et que je trouve sur le temps long continue à fonctionner. Donc c'est quand même intéressant d'envisager de discuter avec des gens de l'équipe de Station F, notamment Roxane Varza, la directrice de Station F, parce qu'effectivement, le modèle a beaucoup changé depuis le début. Ils ont itéré pas mal de choses et j'aime bien que le fait que finalement, cette start-up de coworking, finalement, qui est Station F, qui elle-même héberge des start-up, mais évolue, itère aussi sur son modèle. Et je pense qu'en termes de data-driven company, eux, ils le sont aussi bien pas mal. Ils ont un bon IT derrière, donc ça sera intéressant. Oui, effectivement. Merci Thomas. Yes, je t'en prie. Vous venez d'entendre Thomas Guenou, CEO de Yelda AI. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Dan Israj, Data Scientist chez Defacto, pour nous expliquer comment prédire la solvabilité d'une entreprise grâce à l'IA. À très vite.